Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Le 29 décembre 2020, du Parisien à France Inter en passant par Mediapart, on a fêté dans la joie et l'allégresse les 100 ans du Parti communiste français. Le quotidien L'Humanité a titré « Ce que la France doit au Parti communiste ». Jean-Gilles Maliarakis et Charles Culbert savent ce que la terreur, la répression doivent au communisme dans un livre intitulé « La terreur rouge ». Théorie et pratique, et je suis heureux d'accueillir Jean-Gilles Maliarakis. Bonjour monsieur. Bonjour Marcel Bill, et bonne année. Bonne année à vous aussi, journaliste, écrivain, intellectuel de droite. Vous aimez préciser cette notion-là. Alors, vous avez publié de très nombreux ouvrages sur l'histoire du phénomène communiste. Quel regard portez-vous sur cette presse insouciante finalement française qui fête les 100 ans du Parti communiste français ? Eh ben, d'abord, son insouciance nous coûte très cher. Elle n'est pas innocente. Je ne pense pas que les gens qui fêtent, qui acceptent qu'on dise nous devons quelque chose au Parti communiste, je ne pense pas que ça soit innocent. Je pense qu'il y a une forme de complaisance qui devient de la complicité avec un phénomène. Alors, toute la question du petit livre que nous avons fait avec mon ami Culbert, c'est-à-dire, attention, n'en parlons pas qu'au passé. N'en parlons pas qu'au passé parce que, d'abord, ils existent toujours. Leurs copains, ils sont plus dans Sodome et Gomorrhe que dans le stalinisme, quand on voit la gauche caviar d'aujourd'hui. Mais c'est les prodromes de... Vous voyez, par exemple, dans cette horrible affaire du Hamel, on découvre qu'elle était la maîtresse de Fidel Castro. C'est pas seulement la gauche germanopratine, etc. Non. Et ces gens-là... Alors, ces gens-là, leur vraie méthode, c'est diverses formes de terreur, y compris une terreur soft, dans... je sais pas, le jour où on vous a supprimé les enregistrements de TV Liberté sur je ne sais plus quel... oui, sur YouTube, je ne sais pas le dire. C'est une forme... Effectivement, ça ne tue pas, mais ça aurait pu faire très mal. Ça fait très mal. Et voilà. Donc ces gens-là, ils ne nous rateront pas. Ils nous ont jamais ratés. Ils nous ont bouffé la vie chaque fois qu'ils ont pu le faire. Moi, j'ai vu ça. Je les ai connus au départ, les gens de la gauche caviar. Je les ai connus dans ma jeunesse. Ils ont toujours été comme ça. Alors, pour en revenir à la terreur rouge, qui elle-même est la fille de la terreur jacobine, en améliorer, c'est une doctrine. Et c'est ce que j'essaye dans la partie qui me revient du livre, de démontrer. C'est une doctrine, et c'est une doctrine que, par exemple, Georges Marchais avait très bien résumé. Un intellectuel de grand talent. Quand il y a eu les événements de Budapest, il y avait des réunions de cellules où on ralochait quand même. On ralochait. Et il a fait une phrase extraordinaire. Il dit « Ouais, on a tué du monde. » Ben ouais, on a tué du monde, mais on n'en a pas tué assez.
parce qu'on n'en serait plus là. Et si vous étudiez sérieusement, ce que j'ai essayé de faire, avec ce qui me tient lieu de sérieux, le vrai maître à penser de Lénine, c'est Engels, qui est, comme chacun sait, le fondateur. Enfin, je raconte ça un peu à ma manière, mais c'est pas inutile de le revisiter, tout ça. Engels, et Lénine ensuite, expliquent que, alors pour eux, le paradigme, c'est la terreur de 93, c'est la révolution ratée de 48, c'est la Commune de Paris. Pourquoi ça a échoué? Parce qu'ils étaient trop gentils. Pas parce qu'ils étaient méchants, c'est parce qu'ils étaient trop gentils. Et donc la violence doit être froide, scientifique, sans bavure, et ça continue. Et voilà, et on appelle ça le stalinisme. Je reviens un petit peu en arrière. Vous dites, quand vous évoquez le terme de terreur, vous dites la terreur rouge rappelle la terreur en France. On pense bien évidemment, donc vous l'avez dit, à la période révolutionnaire à partir de 1789 dans les années suivantes. Est-ce que pour vous, vraiment, Saint-Just préfigure Marx? Est-ce qu'on fait vraiment un parallèle entre ce jacobinisme et le bolchevisme, de la terreur bleue à la terreur rouge? Exactement. C'est le fond de ma pensée, tout en sachant qu'évidemment, Saint-Just n'est pas un économiste. Mais j'ai trouvé une citation que je trouve stupéfiante de Saint-Just, où il dit « Les miséreux sont les vrais maîtres de la terre et c'est à eux de diriger ». Et l'idée de dictature du prolétariat, elle vient de là. Elle vient de Saint-Just, Blanqui, etc. Alors, bien sûr, Marx en rajoute une couche, bien sûr, mais tout ça, c'est des additions successives. On ne peut pas dire que c'est exact. Les bleus ne sont pas exactement les rouges. Maintenant, quand les bleus tuent les blancs, ça ressemble beaucoup à la façon dont les rouges tuaient les blancs. Je veux dire par là que ce qu'on appelle le génocide vendéen, c'est quand même... c'est pas la préfiguration de l'idée que je me fais des droits de l'homme, ou alors revisitons le concept. Donc non, c'est quand même... Et puis eux se revendiquent d'eux. Je veux dire par là que si, par exemple, dans les écrits de Lénine et de Staline et de Engels, on trouvait une espèce de longue évocation de toutes les révolutions depuis l'Antiquité, parce qu'il y en a eu quand même, les anabaptistes de Münster, pendant la guerre de 30 ans, il y en a plein, Cromwell, tout ça. Si disait, on est les héritiers de tout ça à la fois, on pourrait dire, évidemment, tu es une espèce de vieux royaliste qui ressasse un truc spécifiquement français, mais c'est pas moi qui le ressasse, c'est eux. Parce que Lénine, il parle pas de Cromwell. Lénine, il parle pas des anabaptistes. Lénine, il parle de Saint-Just. Lénine, il parle des gens de 48. Et Lénine, il parle de la Commune de Paris. Voilà. Donc, il ne cherche pas d'exemple ailleurs. Donc, c'est quand même une chose dans laquelle les Français pourraient gagner à réfléchir. Et c'est un peu ce que j'essaye de... Terrorisme, jacobinisme, totalitarisme, communiste, tout ça, ça ne fait qu'un, finalement. Les concepts, oui, pour moi, oui, en gros. Et je dirais totalitarisme. Alors là, évidemment, il y a la grande question, c'est que aujourd'hui, d'abord au XXe siècle, il y a eu une autre expérience totalitaire. Et ce que montre le livre, c'est pas moi qui ai écrit les documents que nous présentons avec Charles Culbert, que Charles Culbert a mis en ordre, qui sont les documents de Tchernov. En 1922, on a tout le système répressif qui s'est instauré alors que la guerre civile est terminée en 21, n'est-ce pas? Il faut bien aller en histoire, les dates, ça compte. Donc en 22, on décrit, on voit quoi? On voit un système inchangé qui, malheureusement, les autres totalitarismes du XXe siècle n'ont fait que le copier. C'est quand même un truc auquel il faut réfléchir. Donc, le mot totalitarisme s'applique, et il s'applique aussi d'ailleurs à l'islamo-terrorisme. Parce qu'il y a une chose en commun. Alors là je ne veux pas faire trop de philo, mais il y a une chose en commun, c'est qu'ils se considèrent comme la fin de l'histoire. L'islam est le sceau de la prophétie dans leur esprit. Et eux, c'est la fin de l'histoire. Eh bien, tout ce qui était avant... Par exemple, pourquoi un musulman n'a pas le droit de changer de religion? Parce que ça veut dire revenir en arrière. C'est comme ça qu'il le considère. Donc c'est assez apparenté
à tout ce système. Oui, pour moi, totalitarisme, terrorisme, communisme, c'est un seul et même monstre. Vous avez parlé des documents de Tchernov 1922. C'est important parce que dans le livre, on apprend, on se remémore qu'il est officiellement indiqué que les populations occidentales, les peuples occidentaux ont pris connaissance de l'ampleur de la terreur et du communisme dans son ignominie, on va le dire en gros en 73 avec l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. C'est ce 50 ans qui pose Et en problème. fait, dès 22, avec les documents de Tchernov, on a tout le système répressif qui est expliqué, toutes les annales de la révolution sanglante. Exactement. Et c'est ça le fond du problème. Alors, entre 22 et 73, il va y avoir d'autres rappels qui ne sont pas aussi complets. Quand j'étais jeune, par exemple, on aimait beaucoup les livres d'Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, le vieux Guy, le commissaire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est Pasternak aussi. Il y en a plein, il y a Pasternak, Kravchenko, il y en a plein, qui ne font que des piqûres de rappel, sous d'autres, avec du talent, etc. C'est parce qu'il y a eu l'immense talent de Solzhenitsyn. Je dirais pas qu'il se trompe, Solzhenitsyn, je me permettrai pas de dire ça. Mais Solzhenitsyn, par exemple, enjolive peut-être la chose, en ce sens que lui, il dit... Moi, je suis solidaire de tous les anciens détenus. C'est pas mal, c'est même beau. C'est très beau. Quand on a été en prison, on pense ça un peu. Je suis solidaire de tous les anciens détenus. Mais, par exemple, il n'insiste pas sur une chose qui est déjà visible en 22, c'est la destruction de l'homme. C'est-à-dire ce que raconte Zinoviev, ce que raconte Alexandre Zinoviev, l'écrivain, pas l'homme du Comintern. Mais ce que raconte Zinoviev dans Homo Soviéticus, tout ça, mais Solzhenitsyn est un géant de la littérature, c'est un géant d'ailleurs de la cause de la liberté. Mais il y a ces 50 ans, pendant 50 ans, voilà, on a... après tout, c'était la cause de la générosité. Pourquoi, Jean-Gilles Maliarakis, comment on explique 50 ans de silence? Vous dites, en passant finalement, que c'est une opinion publique qui a été intoxiquée et désinformée. Enfin là, il y a des responsables. Est-ce qu'on avait peur des partis communistes dans chaque pays? Est-ce qu'on était complice des communistes? Il faut travailler là-dessus. C'est une grande question. Il y a un film, par exemple, qui vient de sortir, qui s'appelle L'ombre de Staline, qui évoque ça à propos d'un événement très important, qui est l'histoire de la famine des années 30, que l'on a complètement dissimulé en Occident. Mais regardez par exemple un auteur, Édouard Herriot va en URSS et on revient, il dit non mais attendez, les paysannes ukrainiennes, elles pètent de santé, ils sont heureux, ils sont bien nourris. Qu'est-ce qu'on nous raconte avec ces histoires de famine? Bon, maintenant, on sait qu'il y a eu des millions de morts. Et que c'était en partie volontaire de la part de Staline de détruire la paysannerie, aussi, plus particulièrement, l'identité des Ukrainiens. Mais, ça a été occulté. Moi, j'invite les gens qui se posent des questions à aller voir ce film, qui me semble montrer, par exemple, les correspondants à Moscou. Ils disent que c'était pas facile. C'était pas facile d'être correspondant à Moscou et critique, oui, ça c'est vrai. Mais alors, il y a une complicité, il y a pas toujours, par exemple, je veux pas raconter le film. Mais on s'aperçoit que, par exemple, il y a quand même des hommes de presse qui ont dit non, c'est pas comme ça. Il y a eu des gens pour dire ce que nous disons, pour ramer à contre-courant, en fait. Mais alors, en France, c'est dramatique, parce que il y a ce que nous devons, paraît-il, ce grand parti patriotique qu'est le Parti communiste français. Tiens, un point de détail que j'ai découvert, que je n'avais pas vu jusque-là. J'avais toujours entendu dire que le Parti communiste français, par patriotisme en 1943, pendant la Résistance, avait décidé de ne plus s'appeler section française de l'Internationale communiste. Oui, mais l'Internationale communiste n'existait plus. Donc il y avait les deux appellations. Alors à ce moment-là, il s'est devenu Parti communiste français. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on m'avait raconté quand j'étais petit. On me disait, voilà, à partir de ce moment-là, Germaine Tillon, ça c'était des patriotes, etc. Bon, qui se les zigouillaient entre eux d'ailleurs. Enfin bref, il y a l'histoire des 100 ans du Parti communiste, qui est honteux,
puisque vous aviez commencé par cette question, c'est qu'il y ait très peu de gens pour rappeler les vrais problèmes. Il y a eu une émission sur France Culture où ils ont reçu Stéphane Courtois, après avoir interviewé Fabien Roussel. Et c'est vrai que ils interviewent Fabien Roussel sur quoi ? Dirigeant du Parti communiste. Oui, pardon. Je le précise, le dirigeant du Parti communiste, on les connaît de moins en moins bien, donc il s'appelle Roussel. Oui, voilà, Fabien Roussel, le camarade Fabien Roussel. Et on l'interviewe sur le pacte de 1939. Et effectivement, ensuite, on donne la parole à Stéphane Courtois qui le casse bien. Il faut voir ce que les sites internet communistes hurlent. Alors qu'il y a bien d'autres choses que le pacte à leur reprocher. Bien d'autres choses. Quand les soldats français se battaient en Indochine, ils refusaient de charger à Marseille les bateaux en provenance pour l'Indochine. Donc la trahison n'a jamais changé de camp. Hein. Jamais. Donc je pense qu'il fallait enrichir ce centenaire. Mais je ne désespère pas que ça. Mais il n'y a pas que le Parti communiste. Le Parti communiste français est une officine de trahison, c'est beaucoup dire. On n'est jamais trahi par les siens. À partir du moment où vous dites « je suis un agent du Comintern », bon, bah d'accord, à la limite, comme les gens de Daesh, il faut leur donner un passeport de Cominternien. Donc c'est pas des traîtres, c'est des ennemis. C'est pas la même chose. Pendant 70 ans, la terreur va être menée, traitée, organisée par une office de pouvoir, d'une violence sans limite, ça s'appelle la Tchéka. Elle porte plusieurs noms à la fois, mais ça sera toujours la même. Au même siège social. À Moscou. À la place de la Lubyanka, dans l'ancienne compagnie d'assurance. Qui existe toujours. Oui, alors, bon... Le bâtiment, tout au moins. Tout le bâtiment, les services... mais ils sont plus communistes. Mais c'est resté le siège des services secrets. Mais pendant toute la période communiste, ce n'était pas que le siège d'un service de renseignement. On n'avait pas à se féliciter quand on était hébergé à la Lubyanka. C'était très, très, très désagréable. Et donc, non, c'était un endroit où on était torturé, il y avait tout. C'est un service complet. Et effectivement, ça n'a jamais bougé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on aille de la Sigorimi albanaise au Khmer rouge du Cambodge, c'est pas très différent. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que, et qui va poser problème dans les années à venir, c'est qu'il y a des successeurs. Les successeurs, ils sont à Pékin, selon moi. C'est ce que je pense, c'est la conclusion de ma petite partie, pour dire, écoutez, quand on lit le camarade Xi Jinping, on est exactement dans la même figuration. Et puis lui, la conquête de l'Asie, c'est pas un rêve bleu qu'il fait dans le fond de son lit. C'est méthodiquement, avec beaucoup, beaucoup de capitaux accumulés aussi. Et là aussi, il faut poser la question. Accumuler comment ? Accumuler en vendant à la grande distribution occidentale une sous-traitance fabriquée par un système esclavagiste. On n'en parle pas. Et avec ça, je conquiers l'Afrique, je finance les autoroutes du Mozambique, les machins, etc. Donc on est en face de ça et on ne se rend pas compte du parallèle. Alors, des dangers, il y en a toujours eu dans toute l'histoire. Tamerlan, il ne devait pas être marrant à fréquenter tous les jours. Mais là, c'est une méthode et une doctrine qui est réaffirmée. Est-ce qu'on peut dire quand même que le système de Pékin est un système totalitaire comme celui de l'Union soviétique ? Quelqu'un comme Jean-Pierre Raffarin vous rirait au nez. Je rirais au nez de Jean-Pierre Raffarin, mais... Quand on était étudiant, je riais déjà au nez de Jean-Pierre Raffarin, permettez-moi de vous le dire. Donc, oui, Jean-Pierre Raffarin, il a fait une très bonne loi pour l'accès dans les piscines, mais qui se taise. Non, je veux dire, c'est pas possible. Oui, bien sûr, c'est un spécialiste de la Chine. Il parle chinois ? Je ne crois pas.
Et donc, Jean-Pierre Raffarin, je ne fais pas très attention, mais j'entends bien ce qu'il raconte quand même, mais il n'a pas... Il y a beaucoup de gens refusent, par exemple, de considérer, sous prétexte que c'est un régime capitaliste, c'est-à-dire qu'avec 100 $, on en fait 120. C'est ça le capitalisme. C'est pas... Parce que c'est un régime qui fabrique ça. C'est pas un parti communiste, mais c'est un parti communiste. Non seulement c'est un parti communiste, mais quand Xi Jinping prend le pouvoir, c'est en 2012. Il commence par être secrétaire général du parti, comme Staline. Staline est d'abord secrétaire général du parti 90 ans plus tôt, hein, en 1922. Puis en 1924, il prend les rênes du gouvernement. Et Xi Jinping, ça a été la même chose. Et quand il arrive vraiment à la tête du gouvernement, il dit non, mais les étudiants, c'est là où on peut quand même, il faut quand même se battre pour le faire comprendre. Il dit aux étudiants, non, mais vous étudiants en économie, mais arrêtez là avec vos histoires de gestion, tout ça. On sait que c'est très bien, parfait, mais commencez par Karl Marx. Donc, le jour où il dira commencer par Frédéric Bastiat, alors là, on verra. L'URSS et le pacte de Varsovie ont disparu. Vous dites-vous que l'héritage n'est pas entièrement liquidé. Mais ce constat, pourquoi ce n'est pas liquidé? C'est parce qu'il n'y a jamais eu un Nuremberg du communisme. Voilà, c'est la grande question, mais c'était pas possible. Pour faire Nuremberg, je veux dire, comparaison n'est pas raison, enfin dans l'histoire, Nuremberg, c'est le procès des vaincus par les vainqueurs. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais enfin, il y avait des vrais vainqueurs et des vrais vaincus. Qui pouvait faire... Alors, il y a l'équivalent de ce qu'on appelle le Nuremberg du communisme. Personne n'a bombardé l'Union soviétique pour installer des régimes démocratiques. L'Union soviétique s'est effondrée. Ça a été un phénomène très compliqué. Voilà, mais il n'y a jamais eu... on peut dire qu'il y a un vainqueur, Ronald Reagan. Il y a avec lui... Margaret Thatcher, on peut le dire. C'est vrai. Est-ce qu'ils avaient en tête de faire un procès? Non. On aurait pu penser qu'on aurait été bien. accédé à une forme de dénazification, de décommunisation des peuples. Ça se fait dans certains pays, où on appelle ça la lustration. Ça se fait en Pologne, ça se fait... je ne connais pas le détail, mais enfin, il y a un certain nombre de pays d'Europe centrale où, en effet, on se préoccupe de ce qu'ils appellent la lustration. Mais c'est plus dur. C'est plus dur. C'était très difficile à faire, par exemple, en Allemagne de l'Est. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, Madame Merkel? Madame Merkel, elle allait quoi? Elle allait voir son papa. Les pasteurs qui sont passés à l'Est, on ne pouvait pas faire ça. Il fallait réunifier, il fallait... Et puis, alors, les démocrates ont beaucoup de défauts. Ils ont quand même une qualité, ils sont quand même un peu moins méchants. Si je puis me permettre. Ils sont un peu moins méchants que les gens, que le procureur soviétique de Nuremberg, qui lui avait bien en tête de tracer une ligne et de gérer la frontière entre le disciple et l'indicible, entre le supportable et l'insupportable. Et on ne s'est pas rendu compte que très tranquillement, le supportable devenait le stalinisme, et l'insupportable devenait éventuellement tout ce qui s'y était opposé. C'est quand même intéressant de se poser la question. Je ne dis pas... j'ai lu autrefois un très beau livre de Maurice Bardet, j'en fais pas mon... Mais c'est quand même... il faut se demander quand même qui a tracé la ligne du bon, du bien, parce qu'ils sont le bien. Mais même par exemple, celui qui m'obsède en ce moment, monsieur Duhamel, Olivier Duhamel, c'est lui qui dit ce qui est bien. Vous, Martial Bild, vous êtes un mauvais. Non, je ne suis pas autorisé. Comment ? Non, je ne suis pas autorisé. Je ne suis pas autorisé, mais je fous la paix aux enfants. Alors, plus sérieusement, bien entendu. Plus sérieusement. Aujourd'hui, Jean-Gilles Maliarakis, quand vous êtes sur la place Rouge, à quelques kilomètres du siège de la Lubyanka, vous êtes sur la place Rouge et vous êtes un touriste quand les conditions sanitaires le permettent. Et là, vous avez devant vous la possibilité de vous faire photographier avec quelqu'un déguisé en Lénine et puis un autre déguisé en Tsar Nicolas II. L'heure est à la réconciliation. Alors, ça, c'est le problème des Russes.
Je cherche pas. Je pense qu'ils commettent la même erreur que les Français qui ont voulu réconcilier l'héritage de la Révolution française et l'héritage éternel des rois de France. Mais dans la mesure où nous, en France, on a commis cette erreur, on n'a pas à leur donner des leçons d'histoire. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le gouvernement russe... Mais d'abord, comment s'appelle son parti? Russie Unie. Bien sûr, j'ai pas envie de m'unir avec les staliniens, mais c'est pas mon problème, c'est le leur. Donc je pense qu'en effet, un jour ou l'autre, ils jetteront les staliniens, enfin je leur souhaite. On n'en est pas complètement là, mais ça c'est le problème de la politique russe. C'est pas le problème de la politique mondiale, si je puis me permettre. Voilà, j'admire absolument pas Staline. J'ai contribué à un truc avec des intellectuels de l'Est sur justement cette espèce de réintroduction de Staline dans l'histoire comme vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Oui, enfin d'accord, oui, c'est vrai. Sans les boîtes de corned beef que leur fournissaient les Américains, ils seraient morts de faim. Donc oui, bien sûr, ça existe en Russie, mais moi mais c'est pas parce que ça existe en Russie que je vais applaudir. Voilà. Toujours est-il que dans cet ouvrage, La Terreur rouge, vous rappelez bien qu'aux 100 ans du Parti communiste français, il faut ajouter un autre chiffre, 100. C'est le 100 millions de morts dans les camps de concentration. Chiffre. À peu près. Vous êtes au-dessous de la réalité probablement, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Merci beaucoup Jean-Gilles Manierakis. Merci à vous, Martial Bitt.